Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche qui reçoit aujourd'hui le directeur général des impôts et des domaines, ancien secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan, Bassirou Samba Niasse. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Après Takal et Yessal dans le domaine de l'énergie, voici Yatal dans le domaine fiscal. Le nouveau programme sorti des laboratoires de la DGID ambitionne d'élargir l'assiette fiscale face au constat suivant. Moins de 500 000 personnes payent l'impôt sur une population imposable de plus de 6 millions. Pour l'actuel directeur général des impôts et des domaines, Bassirou Samba Niasse, la tendance est à inverser, naturellement. Le programme Yatal qui s'étend jusqu'en 2024, sera-t-il la révolution attendue par les acteurs? C'est la question centrale à laquelle va répondre l'hôte du jour du jury du dimanche. Il ne manquera pas d'en décliner la vision stratégique et les objectifs visés. Il dira également le pourquoi du clin d'œil appuyé qu'il n'a pas hésité à faire au secteur informel lors de la rentrée fiscale jeudi dernier à Dakar. Quelles sont les réformes qui seront rendues nécessaires par le programme? La politisation de l'administration relevée par de nombreux observateurs est-elle un atout ou un handicap pour Yatal, l'administration fiscale bien sûr? Première question, Bassirou Samba Niasse, le programme Yatal est-il vraiment la révolution qu'on attendait? Merci beaucoup Mamoudou. Permettez-moi quand même de saluer les Sénégalais qui nous suivent aujourd'hui et aussi de remercier le chef de l'État, M. Macky Sall, qui a quand même bien voulu me confier cette tâche en me nommant à la tête de cette direction générale qui occupe une place centrale dans l'échiquier, en tout cas du Sénégal. Mais aussi remercier le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui me fait totalement confiance également et qui me suit et me soutient tous les jours dans le cadre de l'exécution de cette mission. Donc, en me nommant à la tête de cette administration en juillet 2019, nous avons effectivement fait le constat que vous avez rappelé tout à l'heure. Donc, un ancien ministre des Finances m'a appelé après ma nomination en me disant « Sais-tu qu'on t'a confié la première ligne du tableau des opérations financières de l'État et on t'a confié la gestion du foncier ». Donc c'est du très sérieux qu'on t'a confié. J'ai dit oui, je suis très conscient que c'est du très sérieux. Donc la première ligne du tableau des opérations financières de l'État, c'est celle-là qui détermine en réalité tout le reste. La dépense, l'endettement, et parce que c'est celle-là qui permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le pays. Donc, parce que la Direction générale des impôts et des domaines, c'est 2/3 des recettes fiscales de l'État. Partant de cela, donc, en sachant que pour faire avancer notre pays et contribuer au financement de son développement, il faut justement que cette première ligne du tableau des opérations financières ou TOF soit abondée de manière substantielle. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on a en face? Parce que l'impôt, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une partie simplement de la valeur ajoutée, une partie du produit intérieur brut. Et en regardant le produit intérieur brut qui représente la richesse nationale, l'impôt, la totalité des recettes fiscales que nous prélevons, tourne autour de 16%. C'est ce que nous appelons communément taux de pression fiscale. On voit donc que c'est insuffisant pour impulser alors que des pays développés ont des standards qui dépassent les 30%. Et nous-mêmes, l'évaluation qui a été faite par la direction de la prévision économique montre qu'on est à 25% de potentiel. En regardant cela et en regardant en face les contribuables que nous avons, c'est-à-dire les 85 000 que nous gérons, et même les 85 000, c'est les 25 000 qui contribuent effectivement, et en grattant même parmi les 25 000, c'est les 6 000 qui contribuent pour plus de 80% des recettes. Les 100 plus grandes entreprises contribuent pour 60%. Vous voyez donc la fragilité du système. Si ces grandes entreprises ont des difficultés, on se retrouve avec des difficultés. Donc nous nous sommes dit, sans pour autant rentrer dans la révolution, ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution en tant que telle, parce qu'on est resté dans le sillage. Parce que même l'administration fiscale, j'ai trouvé de grands hommes qui ont géré cette administration fiscale, qui ont eu la même vision que la nôtre. Peut-être c'est dans la méthodologie, je veux nommer les Massamba Ndiaye, les Hassan Dianko, qui a quand même démarré l'informatisation de la DGID. Amadou Ba a mis aussi un point important, jusqu'à Sherba, qui ont quand même
pu chacun poser un jalon. Moi, je suis venu, je mets un jalon supplémentaire parce que c'est une construction. On n'est pas dans une révolution, c'est une continuité. Maintenant, avec chacun, peut-être une méthodologie plus ou moins originale. Et cette méthodologie, c'est ça qui nous a amené à élaborer ce programme. Rupture dans la continuité. Absolument, que nous appelons Yatal. Rupture dans la continuité parce que nous mettons le contribuable au centre de cette activité, au centre de ce programme. Parce que c'est le contribuable qui en réalité cotise, et pour qu'il cotise, il faut qu'il soit sensibilisé. Pour qu'il cotise, il faut qu'il soit mis dans les conditions également de s'épanouir et de se développer. Oui, avant d'aller plus loin, pour camper un peu le décor, c'est quoi le contexte aujourd'hui de la gestion fiscale, tant au Sénégal qu'au niveau international, le contexte général? Le contexte général de la gestion fiscale, en réalité, les pays tendent à être plus ou moins autonomes. Parce qu'il y a beaucoup de pays, ce qui se passe dans le monde, et particulièrement, il y a beaucoup de pays, notamment ceux qui ont des ressources naturelles importantes, qui à un moment donné avaient négligé la fiscalité intérieure parce que les ressources importantes, notamment le pétrole et autres, faisaient en sorte que ces pays avaient des ressources qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, on regarde des pays comme l'Arabie Saoudite et Dubaï qui sont revenus à la fiscalité intérieure en instituant la taxe sur la valeur ajoutée, notamment en mettant l'impôt sur le revenu. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est la fiscalité intérieure qui constitue l'effort national. Vous êtes en train de dire qu'il faut éviter de rendre dépendante la fiscalité, de la rendre dépendante des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. La question est importante puisque nous attendons aujourd'hui au Sénégal le pétrole et le gaz. Absolument. En tout cas, le Sénégal a eu l'avantage d'avoir un système fiscal qui a été assis sans pétrole et sans gaz et qui a montré ses preuves, qui a quand même permis de mobiliser des ressources importantes. Aujourd'hui, le pétrole arrive. Le piège, et justement beaucoup de pays étaient tombés dans ce piège-là, c'est de faire du tout pétrole et de dépendre effectivement que du pétrole. Et puisqu'il y a des variables dans le pétrole qu'on ne maîtrise pas, notamment les cours et autres, si comme aujourd'hui, le prix du baril est à 30 $. Si l'intégralité de votre budget, ou en tout cas une bonne partie, est bâtie sur la base des ressources pétrolières ou des ressources minières ou autres, il suffit que les cours chutent, qu'on se retrouve avec des difficultés. Récemment, j'étais dans une conférence internationale, j'ai entendu certains pays évoquer le rapport Berg. Berg, c'est un économiste qui a inspiré les politiques d'ajustement structurel dans nos pays. J'ai sursauté en entendant Berg parce que justement, ces pays-là, à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers, s'étaient retrouvés dans des difficultés qui les poussaient à faire de l'ajustement structurel. C'est ça qu'on évite. Et le Sénégal, en tout cas, a un système fiscal robuste jusque-là, aujourd'hui. Et c'est ce système fiscal-là que nous comptons, en tout cas, pérenniser pour le rendre encore plus robuste. Robuste, dites-vous, la finalité de la fiscalité, c'est le financement des biens et des services publics et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Au Sénégal, on parle beaucoup du plan Sénégal émergent. Est-ce que le PSE, qui est le référentiel des politiques publiques, comment vous positionnez-vous en tant qu'administration fiscale par rapport au PSE? L'administration fiscale, son rôle dans le cadre du PSE, c'est d'abord d'accompagner le PSE. Je disais tout à l'heure qu'on nous a confié, en tout cas la première ligne du tableau des opérations financières, le PSE, le financement en tout cas des projets, le plan d'action prioritaire, aujourd'hui dont le montant sur la période 2019-2023 s'élève à 14 098 milliards. Ces 14 098 milliards, une bonne partie, un peu plus de 54%, doit provenir des ressources intérieures. Et ces ressources intérieures sont mobilisées par l'administration des douanes et par l'administration fiscale. Donc nous avons un rôle extrêmement important. Plus on mobilise des ressources, plus mieux on contribue dans le financement de ce plan Sénégal émergent pour le bien-être des Sénégalais. Parce que ce qu'on vise, ce n'est pas financer le plan pour financer le plan, mais c'est pour aboutir à l'amélioration de la vie quotidienne des Sénégalais. Vous avez parlé de la douane, vous êtes les deux mamelles, hein, la douane et l'administration fiscale, la DGID. Est-ce qu'il y a une articulation aujourd'hui quand on parle du programme Yatal? Est-ce que vous avez intégré l'administration de la douane? Oui, on a intégré l'administration de la douane, on a intégré toutes les autres administrations. Donc pour revenir sur le Yatal, qui est un terme wolof, en réalité qui renvoie à élargir, qui renvoie à accueillir et à l'hospitalité, à beaucoup de choses. Je crois que l'une des premières visites que j'ai faites après ma nomination, c'est d'aller voir le directeur général des douanes. Parce que nous travaillons sur la même matière. La spécificité, la douane est à la porte, nous sommes à l'intérieur, mais la douane travaille aussi sur une matière fiscale. En réalité, ce qu'on appelle droit de porte communément,
droit de port, ça comprend le droit de douane au sens strict du terme, et ça comprend la taxe sur la valeur ajoutée et certaines taxes spécifiques. Or, toutes ces taxes-là ont leur source dans le Code général des impôts que nous gérons et que nous élaborons régulièrement. Donc ça veut dire quelque part, la douane travaille sur une matière qui est une matière éminemment fiscale. Donc nous ne pouvons pas être différents dans les approches. C'est pourquoi, et ensuite nous travaillons sur la même population. Parce que si j'ai 85 000 contribuables, ces 85 000 contribuables constituent également des contribuables de la douane. Parce que la plupart importent et donc passent par la douane. Mais ici, vous parlez des entreprises, les 85 000 contribuables. Moi, je parle des entreprises et des personnes physiques. Et des personnes physiques. Les 85 000 que nous gérons, c'est les entreprises et les personnes physiques. Oui, parce qu'à un moment, on a parlé de 500 000. Oui. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Les 500 000, éclairer notre lanterne, oui, voilà, oui. Parce que les 500 000, parce que nous y avons rajouté les salariés du secteur privé et du secteur public. Les salariés comme vous et moi, nous payons nos impôts par la voie de la retenue à la source. Donc, vous êtes chef d'entreprise, en payant vos salariés, vous êtes obligé de retenir à la source les impôts que ces salariés doivent payer. Ces gens-là, donc, payent directement et n'ont pas besoin de faire de déclaration. Par contre, les 85 000 que nous gérons, c'est les commerçants, c'est les entreprises industrielles, c'est les prestataires de services, c'est les banques, c'est les assurances, etc. qui sont dans un système que nous appelons un système déclaratif. Donc, leur revenu, autant l'employeur connaît le revenu de son salarié, peut opérer la retenue à la source, mais un prestataire de service, le système, il est déclaratif, c'est à lui de venir à la direction générale, dire voilà le chiffre d'affaires, voilà le bénéfice que j'ai réalisé et déclaré. Donc ce qui fait que d'aucuns peuvent échapper ou, par méconnaissance, ne pas venir à l'administration fiscale ou volontairement omettre de venir donc au niveau de l'administration fiscale pour faire leur déclaration et partant payer les impôts. Vous mettez le doigt sur les limites éventuelles de la dématérialisation ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire précisément? Non, pas que dématérialisation. L'idée, puisque c'est un système déclaratif, donc vous venez vous déclarer. Dans les pays où le consentement à l'impôt est arrivé à un niveau très élevé, l'État, à la limite, n'a pas besoin d'appeler les citoyens à venir déclarer. Naturellement, les gens sont conscients qu'ils doivent venir payer et viennent faire naturellement leur déclaration. Ou parfois même de la télédéclaration, tout simplement. Oui, parce que nous, maintenant, ce qui implique, enfin, l'administration fiscale doit mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour faciliter aux citoyens la possibilité de déclarer sans avoir des difficultés particulières. C'est ça qui a amené la télédéclaration aujourd'hui qui est effective au niveau des grandes entreprises. Donc toutes les entités, parce que l'administration fiscale, au niveau donc de la partie fiscale, je dois le dire, est composée de 3 parties. Les grandes entreprises, nous les gérons dans une direction particulière. Toutes ces grandes entreprises qui font à peu près 950 entreprises sont dans la télédéclaration. Télédéclare, télépaye via notre plateforme qu'on appelle e-tax. On a une deuxième catégorie d'entreprises que nous gérons dans une direction à part, qui est la direction des moyennes entreprises, donc qui gère les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est compris entre 100 millions de francs et 3 milliards. Donc ces entreprises-là, aussi une bonne partie aujourd'hui dans la télédéclaration. Il reste maintenant le bas de l'échelle qui constitue des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions, qui est géré dans une direction spécifique qu'on appelle la direction des services fiscaux. C'est justement cette direction qui a la tâche d'élargir l'assiette fiscale parce que c'est là où nous recrutons les contribuables. Si je dois raisonner en termes de banque, les grandes entreprises sont gérées comme dans une banque, une direction corporate gérée. C'est pourquoi nous avons déjà commencé par le haut avec la télédéclaration à ce niveau-là. Le directeur général des impôts et des domaines, Bassirou Sambagna, c'est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Avant de parler tout à l'heure de la vision stratégique qui sous-tend le programme Yatal, parlons de la situation des recettes fiscales au titre de l'année 2019 qui s'élève aujourd'hui à combien, chiffre définitif, et c'est quoi les perspectives pour 2020? Chiffre définitif, la DGID a réalisé au titre de l'année 2019 1619 milliards. 1619 milliards, soit comparativement à l'année 2018, une progression de 21%. Une progression de 21%, je rappelle, c'est 3 fois le PIB. Les recettes fiscales, je disais tout à l'heure, c'est une partie donc, du produit intérieur brut.
Donc c'est une partie du produit intérieur brut. Donc on peut présumer que le niveau de croissance du produit intérieur brut doit déterminer le niveau de croissance ou d'augmentation des recettes fiscales. Or notre PIB a augmenté de 6% en 2019. On pouvait s'attendre à avoir peut-être 6% de recettes. Mais si on a un peu plus, on a progressé de plus de 6%, c'est parce qu'il y a eu un effort important de service qui a été fait par donc l'ensemble de mes collaborateurs. Je profite au passage pour féliciter pour la mobilisation exceptionnelle qui a été réalisée par l'ensemble des directeurs et leurs collaborateurs au titre de l'année 2019 pour atteindre ces résultats. Et pour cette année 2020, le tableau, il est le suivant, c'est l'année d'application des budgets programmes, mais 2020, c'est une année dure aussi, dans un contexte même de coronavirus dont on ne connaît même pas encore vraiment la véritable ampleur. Est-ce que les perspectives sont vraiment bonnes pour 2020 en termes de recettes fiscales? Oui, l'année 2020, c'est 1722,1 milliards qu'on attend de la Direction générale des impôts et des domaines. Donc on nous demande de progresser d'à peu près 10% comparativement à l'année 2019. C'est vrai. Ça coïncide avec les budgets programmes, justement parce que les budgets programmes, aujourd'hui, c'est une autre forme de gestion. Monsieur le Président de la République le disait et le ministre des Finances et du Budget l'a rappelé également, Abdoulaye Daouda Diallo, que c'est une réforme de l'État par le budget. Ça veut dire qu'on passe des budgets de moyens à des budgets programmes où on fait de la gestion axée sur les résultats. Gestion axée sur les résultats, en tout cas la partie qui nous concerne, le programme qui est le mien aujourd'hui, parce que je suis obligé de rendre compte, c'est le directeur général des impôts qui est propriétaire de ce programme-là. Ce programme, c'est gestion de la fiscalité intérieure et la gestion du foncier. C'est ça le programme. Donc à la fin de l'année, on doit rendre compte pour dire voilà les résultats sur la base des moyens qui ont été mis à notre disposition. Entre autres résultats, il y a les 1722 milliards à régler, mais entre autres résultats, il y a également l'amélioration de la qualité de la gestion foncière. Maintenant, pour les 1722 milliards, vous avez parlé d'un contexte particulier. Effectivement, le coronavirus aujourd'hui, c'est une contrainte au niveau mondial. Donc si l'OMS parle de pandémie, c'est une contrainte au niveau mondial. Je lis quelques rapports, notamment de McKinsey et de la Banque mondiale de l'OCDE, qui parlent de perspectives de baisse de la croissance mondiale, ce qui va naturellement atteindre notre croissance. Donc si ça atteint notre croissance, dans certains domaines, on peut citer juste quelques domaines comme le tourisme. Aujourd'hui, qui quand même occupe une part importante. S'il y a des ralentissements dans le transport aérien, s'il y a des ralentissements au niveau du tourisme, il peut y avoir un impact sur la croissance économique. Mais il peut y avoir aussi des effets positifs de l'autre côté, sur le plan budgétaire, avec les cours du pétrole qui vont baisser, avec le prix de l'or qui augmente. Donc, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait possible aujourd'hui. Les services de la direction de la prévision et des études économiques en train de faire l'analyse pour voir où est-ce qu'on en est, quel est l'impact. Mais a priori et intuitivement, on peut penser qu'il peut y avoir un impact négatif sur les recettes. Maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs, entre autres, parce que c'est pas parce qu'il y a un malade ou il y a des malades dans la maison qu'on ne va pas aller chercher la dépense quotidienne. C'est justement là où on doit encore chercher plus de dépenses quotidiennes. Parce qu'il y a des enjeux de dépenses qui peuvent se poser, et ces enjeux de dépenses qui peuvent se poser doivent passer par une plus grande solidarité. Et cette plus grande solidarité répond au concept Yatal, qui signifie que tout le monde vienne cotiser pour qu'on mitige justement cette problématique. Parce que si on a 15% qui payent, 15% de notre PIB qui est constitué de nos recettes, si on l'améliore un peu, même si le dénominateur baisse, on peut escompter d'avoir en valeur absolue des recettes un peu plus importantes. Oui, mais avant d'aller plus loin, votre sentiment c'est quoi? C'est de dire, malgré le contexte, j'atteindrai mes objectifs de 1722 milliards ou plutôt, attention, devant le ministre des Finances, moi je n'ai pas le choix. Je dirais, comme un soldat, j'atteindrai mes objectifs, Inch'Allah. Très bien, on verra le résultat au bout de l'année. Bassirou Samba Niasse, tout ce que nous disons aujourd'hui est pris en charge par le programme Yatal. Quelle est la vision stratégique finalement de ce programme Yatal et qu'est-ce qui va changer concrètement? La vision stratégique, donc, c'est de mettre le citoyen, en tout cas le contribuable, au cœur, pour lui dire, payer vos impôts, c'est aussi quelque part
contribuer à vos dépenses, contribuer à l'amélioration de votre vie quotidienne. C'est justement cette partie-là, parce que partant du constat qu'une bonne partie ne cotise pas ou par méconnaissance ou par peut-être pas trop de conscience citoyenne à ce niveau-là, nous disons mettons en place un programme où d'abord ce qui va changer réellement, c'est l'approche, une approche communicationnelle, mais qui ne s'arrête pas simplement là-bas. Parce qu'on vise l'adhésion de tout le monde, mais aussi on doit, de notre côté, parce que c'est justement les budgets de programme, nous, au niveau de l'administration, mettre les moyens pour permettre à toutes ces personnes-là, non seulement de venir, mais aussi de voir qu'ils ont un intérêt spécifique dans cette affaire. C'est pourquoi nous avons lié les deux. La gestion du foncier et le YATAL, plus la dématérialisation, plus la modification de certaines dispositions fiscales. Donc la simplification de la législation fiscale, combinée avec une simplification et une accélération des procédures d'attribution du foncier aux contribuables, parce que l'idée c'est de dire, c'est l'entreprise notre cible, c'est l'entreprise qui doit adhérer, c'est le ménage qui doit adhérer pour nous payer les impôts. Mais ce ménage et cette entreprise-là, même s'il adhère, il accepte de venir dans la base, s'il ne peut pas développer son activité, on a beau le recruter et le mettre dans la base, notre impôt ou en valeur absolue risque de baisser. L'idée c'est de dire qu'est-ce que je fais. Le YATAL d'abord c'est de lui dire venez, mais le YATAL c'est aussi de lui dire j'élargis mon assiette foncière. La partie immatriculée des terres du Sénégal est faible. Aujourd'hui, et elle est occupée. Je donne juste un exemple. Un agriculteur qui a un verger, sa première valeur c'est son champ. C'est la terre. Mais cet agriculteur, aujourd'hui, ne peut pas utiliser cette terre-là pour en faire un effet levier pour développer son activité, parce que simplement, il n'a pas de titre. Et pourtant, il l'occupe. Personne ne lui conteste cette terre-là. L'idée, c'est ce que j'appelais, en fait, en utilisant ce langage comptable, c'est de faire en sorte qu'on ait la prédominance de la réalité économique sur l'apparence juridique. L'apparence juridique, c'est que cette personne n'a pas la terre, mais la réalité économique, cette personne exploite la terre. La preuve, si l'État veut prendre cette terre-là, l'État est obligé d'indemniser cette personne. Donc nous disons, le YATAL, c'est de permettre à cet agriculteur-là d'avoir un titre et donc de faire correspondre cette réalité économique à cette apparence juridique, de faire de l'apparence, non pas une apparence, mais une réalité juridique, donc qu'il soit propriétaire de sa terre. Ce qu'il peut utiliser dans le système bancaire pour améliorer son activité. S'il améliore son activité, et si nous le recrutons dans notre assiette fiscale, il a la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires et d'augmenter son bénéfice. Nous ne sommes plus dans l'élargissement de l'assiette, nous serons dans l'approfondissement de l'assiette. Parce que l'assiette, on a beau l'élargir, après on atteint les limites. Les limites de l'assiette, c'est d'abord d'atteindre la population active ou le nombre total d'entreprises. Mais si tu atteins le nombre total d'entreprises alors que tu dois encore mettre des ressources supplémentaires, il faut aller dans le sens de l'approfondissement. Dans le sens de l'approfondissement, et puisque nous disposons de l'outil qui est l'outil foncier, nous disons on met à la disposition de ces entreprises que nous avons recrutées ou de ces ménages que nous avons recrutés pour qu'ils s'en servent. Et il y a un effet induit sur le taux de bancarisation, sur la création de marchés secondaires hypothécaires qui crée donc une transformation structurelle de l'économie. Permettre aux contribuables d'avoir un patrimoine foncier. Pas un patrimoine foncier à titre spéculatif, mais un patrimoine foncier qu'on exploite, qu'on utilise, et un patrimoine foncier qui peut servir également de garantie pour accéder à des financements. Parce qu'on avait constaté, et ça c'est l'ANSD qui l'a constaté dans son enquête, que l'entreprise au Sénégal, parmi ses caractéristiques, n'a pas accès au financement et par conséquent vit moins de 5 ans. Nous voulons allonger la durée de vie de l'entreprise, lui donner les moyens d'accéder au financement, lui donner donc les possibilités de payer un peu plus d'impôts et d'employer plus de monde, parce que c'est ça la finalité à la fin de la journée. Alors, on vous a entendu décliner un triptyque en Wolof, Yatal, Nat, Tegui. On se souvient, monsieur le directeur général, des années où les autorités de l'époque parlaient beaucoup de moins d'État, mieux d'État. C'était pendant la dure période des programmes d'ajustement structurel. À propos de Yatal, s'agit-il de dire quoi? Plus d'impôts ou mieux d'impôts? Je dirais mieux d'impôts, parce que bon, je crois Arthur Laffer, c'est lui qui a théorisé ça. Trop d'impôts tue l'impôt, à travers sa fameuse courbe de Laffer. J'ai eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs et qu'on a discuté. Parce que l'idée, c'est de dire, intuitivement, on peut penser que l'impôt, si on augmente le nombre d'impôts, on gagne.
on gagne plus d'argent. Mais la réalité des choses, c'est que si l'impôt, c'est une base et un taux, si on n'agit que sur les taux représentant à la fois le taux intrinsèquement, mais aussi les nombres d'impôts qu'on peut créer, alors qu'on n'agit pas sur la base, si on met plus de taux sur un nombre réduit et que ce nombre supporte tout, ce nombre réduit risque d'avoir des difficultés et par conséquent de ne pas payer. Donc, ce qui signifie donc, nous n'allons pas dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, justement, et nous l'avons constaté, certaines entreprises ont l'impression d'être harcelées, certaines entreprises ont l'impression de supporter un poids fiscal élevé, et c'est logique, c'est simple. Et qu'il y a même une fiscalité qui est contre l'entreprise, qui est contre l'usager, la toute-puissance de l'administration fiscale qui les écrase. Ça peut être un sentiment, mais je ne pense pas que cela soit réellement le cas. Mais justement, dans le programme Yatal, parce que vous savez, Yatal aussi, quelque part, si on est dans une promiscuité, parce que la maison a peu de chambres, et on veut augmenter le nombre de personnes, il est évident que les gens vont être dans une situation difficile. Donc nous, ce que nous voulons, c'est d'élargir, c'est de pousser, d'élargir la base de la pyramide, de sorte que le fardeau fiscal, parce que le fardeau fiscal, en réalité, un État doit fonctionner avec des charges, mais il faut que l'État trouve des revenus. Mais si les charges sont supportées par un nombre réduit, effectivement, ce nombre réduit va sentir que le poids est lourd. Et même avec un autre sentiment, c'est une question qui revient dans la page Facebook. Les gens disent, on a une fiscalité qui est faite pour les pauvres et qui accorde trop d'avantages aux riches. Bon, je n'ai pas ce sentiment parce que l'évaluation donc de la fiscalité, aujourd'hui, je prends juste les salaires. Les personnes qui ont un salaire annuel, un revenu annuel égal ou inférieur à 600 000, c'est-à-dire à peu près 50 000 francs CFA, ne payent aucun impôt sur le revenu. Ne payent aucun impôt sur le revenu. Donc ça, les plus démunis donc, ne sont pas concernés par cette fiscalité-là. Les entreprises supportent un taux d'impôt sur les bénéfices de 30%. Les entreprises supportent un taux d'impôt sur la distribution de dividendes de 10%, ainsi de suite. Donc ça, je ne pense pas qu'il y ait une fiscalité favorable aux riches au détriment des pauvres. Maintenant, après, on peut rentrer dans des théories économiques sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'on peut présenter comme une taxe régressive, parce que le pauvre comme le riche paye ces impôts-là, mais... Il faut l'enlever, cette taxe? Non, pas du tout. Parce qu'elle représente 45%. Les taxes indirectes représentent 45% de nos recettes. On peut l'adoucir? Je ne pense pas que ce soit... En tout cas, l'idée pour moi, ici, d'abord, c'est de dire, élargissons la base de la pyramide pour faire en sorte que ceux qui supportent deviennent plus nombreux. Et si on parvient à atteindre cet objectif-là, la prochaine étape à envisager, c'est de dire comment je réforme mes impôts pour aboutir à une charge individuelle moins élevée. Donc, parce que tu peux, en élargissant, garantir la pérennité du système, mais garantir aussi l'augmentation des recettes. Et à ce moment-là, on peut envisager dans une deuxième phase, que nous envisageons peut-être aux alentours de fin 2021, début 2022, dans nos projections, pour envisager de baisser certaines catégories d'impôts, voire même de supprimer certaines catégories d'impôts, parce qu'on aura suffisamment de personnes qui cotisent, ce qui fait que, individuellement aussi, que les personnes puissent sentir une baisse. Il s'agirait de quel impôt? L'impôt sur les sociétés? Une nouvelle baisse encore de l'impôt sur les revenus. L'impôt sur les sociétés a connu une évolution, il est passé de 35% à 33%, ensuite à 25% pour remonter à 30%. Et tout ça a été dû à des conjonctures qu'on déterminait, mais tout ça aussi, c'est fait sur une assiette qui est aussi étriquée. Aujourd'hui, si nous atteignons, nos objectifs, c'est d'aboutir à une assiette, c'est-à-dire l'intégralité des personnes qui doivent payer, qui réalisent des bénéfices ici, payent. Si cela est fait, les études que nous mènerons nous permettront de voir s'il est possible, soit de baisser l'impôt sur les sociétés ou d'autres catégories d'impôts. Je rappelle simplement que le président Macky Sall quand même a baissé l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui a quand même coûté un peu plus de 42 milliards de francs CFA. On ne reviendra pas sur cette mesure. Mais tout dépend... C'est quoi la tendance? À la baisse ou à l'augmentation, à la hausse? Non, en tout cas, la tendance, c'est l'élargissement. Donc, si on élargit,
rien n'empêche, en tout cas, qu'on puisse envisager individuellement une baisse de catégorie d'impôt, c'est possible. Mais tout ça dépendra des études, tout ça dépendra de la réussite de notre programme. Mais tout dépendra aussi des besoins. Les besoins de l'autre côté, c'est le financement aussi du développement qui devient aussi de plus en plus important. Mais il semble que la bonne tendance concernant l'impôt sur les sociétés, c'est d'être au moins autour de 28%. C'est quoi votre analyse? En tout cas, moi, si je me réfère à l'UEMOA, qui est aujourd'hui notre référentiel, parce que nous avons quand même harmonisé notre fiscalité intérieure, le bottom line, le plancher, c'est 25%. Donc c'est entre 25 et 30%. Des études maintenant peuvent montrer peut-être qu'un taux d'impôt sur les sociétés de 28% peut être optimal, mais en tout cas nous, au Sénégal, on n'a pas encore calculé ce taux-là. J'avoue qu'on a été à 25. Maintenant 28, je ne sais pas quelle est l'étude qui a donné le chiffre de 28, mais aujourd'hui l'intervalle, en tout cas c'est entre 25 et 30%, ce qui résulte de l'harmonisation de notre fiscalité au niveau de l'UEMOA. Le DGID Bassirou Sambagna, c'est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Vous êtes parti donc du constat que sur un potentiel de contribuables de plus de 6 millions, moins de 500 000 cotises. Quel est l'objectif finalement chiffré d'ici au terme du programme, je pense qui est prévu en 2024, en termes de mobilisation de recettes, mais aussi en termes de nombre de contribuables, avec un clin d'œil, je disais tout à l'heure, au secteur informel? Oui, le secteur informel, ça c'est les études de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui l'a montré, contribue pour plus de 42% de notre richesse nationale, de notre produit intérieur brut. Mais les enquêtes aussi qu'on a menées montrent que 97% de nos entreprises évoluent dans ce secteur informel. Donc vous voyez. Et les autres études montrent que le potentiel fiscal du Sénégal est de 25% du PIB. Donc si vous voyez l'écart d'à peu près 10 points de pourcentage, c'est à peu près... Ça peut être considéré, si on considère qu'une bonne partie de ces 42% échappe à l'imposition, de notre richesse nationale échappe à l'imposition. Vous voyez donc, c'est une cible importante qu'il faut sensibiliser. Ce qui a d'ailleurs valu qu'on ait mis en place donc, le prélèvement de conformité fiscale aujourd'hui qui a été voté à la faveur de la loi de finances initiales au titre de l'année 2020 pour pousser justement ceux qui passent par la douane et qui ne sont pas connus de l'administration fiscale à supporter une charge supplémentaire, sauf sous réserve qu'ils viennent s'immatriculer au niveau de l'administration fiscale. Parce que s'ils viennent s'immatriculer au niveau de l'administration fiscale et payer leurs impôts, ils sont déchargés de ce prélèvement de conformité. Donc ça, c'est entre autres mesures qui vise ces personnes-là. Mais le YATAL donc qu'on vise à cibler ces personnes et on voudrait avoir, au lieu de 25 000 qui cotisent réellement, ce que nous visons dans notre objectif, c'est d'avoir à la fin du programme 500 000 qui cotisent réellement et hors salariés. 500 000 qui cotisent réellement et hors salariés, vous voyez donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. Passer de 25 000 qui cotisent réellement à 500 000 qui cotisent réellement, c'est un objectif ambitieux, mais nous mettrons tout en œuvre, Inch'Allah, pour atteindre cet objectif-là. Oui, et en termes de mobilisation de... En termes de mobilisation de recettes, nous visons à donc connaître les mêmes niveaux de progression. Bon, cette année, quand même, 2019 a été exceptionnel en termes de progression de recettes. Nous avons fait 21%. Nous visons à augmenter annuellement 10% entre ce qu'on a réalisé l'année N, à N+1, d'avoir minimum 10% de hausse de nos recettes et de contribuer donc substantiellement au rehaussement du taux de pression fiscale pour atteindre 20% horizon 2024. Et quels sont les leviers? Voilà, c'est quoi la démarche vraiment de mobilisation de tout cela? Voilà, Vous-même, vous reconnaissez que c'est très ambitieux. La démarche, c'est d'abord, je disais, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère des data mining. J'ai parlé tantôt de nos relations avec la douane. Tout ce qui passe par la douane, qui importe, excepté quelques particuliers qui viennent pour des véhicules, c'est généralement des gens qui sont dans l'activité économique. Or, ces gens qui sont dans l'activité économique, les derniers chiffres que j'ai eus, je crois qu'il y a eu 145 000 personnes qui sont passées par la douane qui ont importé. Et ces 145 000 personnes physiques et morales, vous voyez que ça dépasse largement nos 25 000. Ça veut dire donc l'interconnexion entre nous et la douane, d'abord permettra d'avoir un champ de recrutement extrêmement important. Ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire la collaboration, d'enlever les silos
entre les différentes administrations qui existent, au point que le douanier réfléchit Yatal. Parce que Yatal, c'est un état d'esprit. D'abord, ça commence par nous-mêmes, au niveau de ma propre maison, au niveau de l'administration fiscale, où nous travaillons encore sous silo dans certains segments. Par exemple, la partie foncière travaille sous forme de silo, parce que quelqu'un qui est au domaine, qui signe un bail ou qui est à la conservation foncière, qui immatricule un terrain, lequel terrain est acheté par quelqu'un, cette personne-là peut être totalement ignorée par l'imposition. Je donne juste un exemple, en ordre de grandeur. Le recensement général de la population nous a permis de savoir qu'on a 1 530 000 bâtiments, avec une déclinaison en bâtiments par étage, etc. Hors baraque, hors maison en banco. Et tous ces bâtiments doivent payer l'impôt foncier. Mais dans ma base, moi, j'ai 65 000 maisons qui payent. Or, cet impôt-là est destiné aux collectivités territoriales. Donc, vous voyez l'écart. Or, toutes ces personnes qui disposent de bâtiments, dont une bonne partie peut-être est immatriculée, généralement, s'il y a des cessions, passent par nos services. Si on enlève les silos, toutes ces personnes qui font des cessions, l'information est disponible chez nous. Donc, c'est pourquoi, nous, la démarche opérationnelle, c'est d'abord de mettre en place une banque de données fiscales. Et cette banque de données fiscales a toutes les sources qui viennent des concessionnaires de services publics. Je viens de signer une convention avec le directeur général de Sénélec. Parce que celui qui a une convention d'électricité, c'est soit une maison qui doit payer un impôt foncier ou un opérateur économique. Donc, sous réserve de respecter toutes les règles en matière de données personnelles, mais on peut échanger des informations à ce niveau-là. La douane va échanger des informations avec nous, le Trésor également, qui paye à des entreprises. Parce que je disais au directeur général du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, toi aussi, tu es inspecteur des impôts. Si j'utilise le langage footballistique, je suis ton passeur décisif. Tu payes parce que moi, je te donne l'argent. Donc, si tu payes à des personnes qui, en retour, doivent payer des impôts, tu dois me donner l'information. Et si cette information, l'ensemble de ces données-là sont rassemblées chez nous, on aboutit à faire du Yatal. Mais cela ne suffit pas. Je peux, avec mes services, faire en sorte de recruter des contribuables sur la base de l'utilisation de toutes ces données-là. Mais le plus important, c'est de les maintenir et de les fidéliser, d'où, dans la démarche, la communication qui vise à les amener à adhérer. S'ils adhèrent, c'est plus simple. Mais dans la démarche, aussi, il faut faire une transformation de la législation au point de faciliter les choses. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le transport, l'État a contribué pour beaucoup dans la transformation du système de transport au Sénégal, avec donc le programme qui a visé à réformer les cars rapides et autres. Donc c'est pourquoi on voit les Tata et autres qui circulent dans Dakar et dans même les régions. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec justement ces personnes qui gèrent et qui ont accepté d'adhérer. On aura plus de 1500 transporteurs qui vont accepter d'apporter leur contribution dans le Yatal aujourd'hui. Les seules conditions qu'ils ont posées, c'est comment tu nous simplifies le paiement de l'impôt. Et vous dites aussi qu'on ne revient pas sur le passé, presque on remet les compteurs à zéro. Absolument. C'est l'avenir qui est important. Oui, parce que dans ma vision des choses, parce que ce que nous cherchons, c'est de recruter et de fidéliser. Même si nous savons que quelqu'un importe depuis 5 ans, depuis 6 ans et fait des opérations, mais était inconnu de nous. Parce que ça, la douane peut me donner l'information. L'idée, si nous recrutons cette personne, pour pousser cette personne à adopter, à accepter, c'est de dire, OK, moi j'oublie le passé. Et ça passera aussi par la loi et on signe un pacte pour l'avenir. Signer un pacte pour l'avenir, c'est que vous accepterez de déclarer et nous, on a un système d'accompagnement pour vous faciliter la chose. Le secteur informel ne freine pas des 4 fers. En tout cas, à entendre le président Idi Thiam lors de la rentrée fiscale, en tout cas, la démarche a emporté totalement son adhésion et nous sommes en concertation permanente avec tous les secteurs, notamment informels, comme d'ailleurs le CNP, la CNES et autres. Nous avons régulièrement, et ça c'est une tradition que personnellement moi-même j'ai trouvée à la Direction générale des impôts. Alors, on va écouter Monsieur le Directeur général des impôts et des domaines. Quelques Sénégalais vous interpeller sur des préoccupations relatives justement à la politique fiscale du Sénégal. Bonjour, est-ce qu'il ne serait pas opportun à chaque fois de sortir des rubriques où les Sénégalais ou le peuple sénégalais qui paye ses impôts
puisse savoir que là où va son argent. Et oui, parce que je pense que pour nous, le pauvre Sénégalais, ceux qui refusent de payer, de s'acquitter des impôts, pensez comme moi que à chaque fois qu'on s'acquitte de ces impôts, alors qu'on sait que c'est un pauvre type qui va venir prendre tout cet argent-là et faire ce qu'il veut. C'est pour cela que beaucoup de Sénégalais sont réticents par rapport aux impôts. Voilà. Maintenant, si on vous regarde par exemple, on peut savoir que les Sénégalais ne refusent pas vraiment de payer les impôts. C'est un problème de confiance. Quand le peuple sénégalais paye son impôt, alors qu'à chaque fois, il y a là des situations de détournement, je sais pas, bon, les gens ne sont pas encouragés à payer les impôts. La question que je voulais poser, c'est que nous qui habitons nos maisons depuis plus de 20 ans et nous n'avons pas de bail, à plus forte raison de titre foncier, comment on doit faire pour en bénéficier? Merci. Je me nomme Serigne Diaw, conseiller municipal à Ndiarème Limamoulaye à Guédiawaye. Ma question adressée à monsieur le directeur des impôts se porte sur la nouvelle loi contribution économique locale qui se calcule sur la valeur marchande et valeur locative. Quel est le rôle que doivent jouer les collectivités locales pour son application? Quelles sont les dispositions prises par ces services pour accompagner les collectivités locales pour une bonne politique fiscale? Voilà, monsieur le directeur général. D'abord, la réponse à la dernière question, la contribution des collectivités locales. Oui, la contribution des collectivités locales. Et le rôle qu'elle devait jouer. La contribution économique locale, la celle notamment, a remplacé la patente. Et donc, elle est composée d'une partie qui s'applique sur les valeurs locatives, mais une partie aussi qui frappe la valeur ajoutée. Parce que l'idée, justement, la patente était considérée à un moment donné comme un impôt anti-économique parce que frappait justement les investissements des entreprises. Donc, l'option a été changée de dire, au lieu de monter et d'imposer les investissements, on impose la valeur ajoutée. Mais aussi, on impose donc la valeur locative, mais ces recettes-là sont destinées aux collectivités territoriales. Justement, puisque c'est destiné aux collectivités territoriales, ce qui est attendu de ces collectivités territoriales-là, c'est aussi de collaborer réellement avec les services des impôts. C'est pourquoi nous avons initié, avec l'appui d'ailleurs de certains bailleurs, la mise en place des commissions de fiscalité locale. Ces commissions de fiscalité locale, l'objectif, c'est d'avoir les collectivités territoriales dans la boucle parce que les collectivités territoriales comprennent mieux les populations, connaissent mieux les populations, et jusqu'au chef de quartier pour intervenir dans les recensements, pour intervenir dans la distribution des avis d'imposition, pour intervenir même faciliter le recouvrement de ces impôts-là, parce que c'est un impôt qui leur est destiné. Ça, c'est un rôle important qu'on attend donc des collectivités territoriales. Parce que cette contribution économique locale, les simulations qu'on a faites, montrent que ça va améliorer substantiellement les revenus des collectivités territoriales. Les deux autres, l'un a une préoccupation pour les bails et l'autre, c'est une question de transparence et même d'équité, qui a le sentiment que, bon, vous payez votre impôt, on ne sait pas où va l'argent, et qu'il a utilisé une expression un peu plus méchante et que certains en profitent au fond. Oui. Quelles sont les assurances que vous pouvez En tout cas, les assurances aujourd'hui, bon, je crois que la transparence budgétaire, c'est aujourd'hui un créneau qui est là depuis quand même pas mal de temps. D'abord, dans le site du ministère des Finances, tous les ans, vous voyez accroché, et trimestriellement d'ailleurs, la situation d'exécution budgétaire qui dit réellement qu'est-ce qui a été collecté et où est-ce que ça a été, comment on l'a utilisé. Maintenant, peut-être là où on peut améliorer, c'est peut-être de le dire en des termes un peu plus intelligibles pour le commun des Sénégalais. Mais en réalité, s'ils regardent de près, on ne peut pas dire je paye mes impôts, je ne vois pas où ça va. Parce que tous les jours, on croise les agents de sécurité de l'État, les militaires, les policiers. Tous les jours, on croise les enseignants. Tous les jours, on arpente les routes. Tous les jours, on bénéficie de l'éclairage public, mais tout ça est financé par justement les impôts. Donc, maintenant, les problématiques de détournement ou autres, ça existe, je crois, partout dans le monde. Et des dispositions sont prises pour lutter contre ça. Je crois que le président de la République lui l'a annoncé publiquement et a mis en place des organes pour lutter contre la corruption, la concussion et toutes ces questions. Mais c'est quoi la charte au niveau de la DGID en termes d'éthique, en termes de transparence, en termes de déontologie? Nous, en termes de transparence... Il faut aussi que les agents de l'administration s'appliquent aussi un certain nombre de règles, non?
Absolument. Non, je crois que ça, c'est une règle universelle partout. Ce n'est pas valable qu'au niveau de l'administration fiscale, parce que l'administration fiscale est en amont. L'impôt, c'est un prélèvement obligatoire qui vise à couvrir des charges publiques. Nous, notre rôle, c'est en amont, c'est donc de prélever et de mettre à la disposition donc, du Trésor public qui va l'utiliser pour payer les dépenses, lesquelles dépenses étant ordonnancées par les ministères qui ont été mis en place. Donc vous voyez, le rôle de la DGID est très limité dans cette phase-là. C'est pourquoi la problématique comment on appelle les situations d'exécution budgétaire, c'est la direction générale du budget qui a en charge de cela, parce que c'est celle-là qui est en bout de ligne dans cette affaire. Le risque de détournement est très faible au niveau de l'administration fiscale. En tout cas, on essaie de l'amoindrir parce qu'aujourd'hui, si je prends les grandes entreprises et les moyennes entreprises qui contribuent pour plus de 80%, on est dans du e-tax. Donc, c'est la télédéclaration, l'argent ne passe même pas par les services. Donc, il y a des fonctions d'ailleurs qui, à terme, vont disparaître au niveau de l'administration fiscale, c'est les fonctions de caissier et autres. Parce que l'entreprise peut de chez elle faire sa déclaration et faire son paiement qui abonde directement le compte du Trésor. Maintenant, il y a eu quand même, il y a quelques années, des affaires qui ont défrayé la chronique. Oui, ça, je crois que ça... Aujourd'hui, c'est vraiment, vous pouvez donner l'assurance que c'est derrière nous. Bon, moi, je ne peux pas dire c'est derrière nous parce que c'est une affaire qui existe partout dans le monde, mais ce que je peux dire, c'est que toutes les mesures sont prises et on travaille sur donc, la base. Aujourd'hui, on a une direction du contrôle interne qui travaille sur la base de la maîtrise des risques. Toutes nos procédures sont en train d'être révisitées en prenant en charge la problématique du risque pour éviter justement que des personnes soient exposées au point de faire donc dans des choses qui ne sont pas correctes à ce niveau-là. Quid des baux maintenant? Maintenant, le bail, lui, typiquement, c'est quelqu'un qui est dans un quartier comme là où je suis né à Thiaroye, qui occupe une maison, mais qui n'a pas de titre, de quelque titre que ce soit. Ces cas de figure, c'est des demandes de régularisation qu'on fait par voie de bail. Si, bien entendu, il y a un plan d'urbanisme dans cette affaire, s'il est dans une zone d'habitation, parce que aussi, ce qui existe, c'est qu'il y a des personnes aussi qui sont dans des zones qui, du point de vue urbanistique, ne sont pas des zones d'habitation, soit c'est des zones de culture ou soit c'est des zones industrielles. Si on remplit toutes ces conditions, avec cette demande de régularisation, il peut avoir un bail pourvu qu'il soit dans un cadre loti. Alors, les évasions fiscales, c'est un phénomène qui est courant apparemment dans le monde, au Sénégal également, c'est le cas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des mécanismes pour faire face au phénomène de l'évasion fiscale, pour amoindrir en tout cas ses effets? Oui, l'évasion fiscale, c'est un phénomène mondial qui est compliqué. C'est pourquoi le Sénégal, justement, pour prendre en charge ces questions-là, a adhéré au Forum mondial. C'est pourquoi le Sénégal a adhéré au cadre inclusif du BEPS. BEPS est initié par l'OCDE. Les BEPS, c'est justement la politique qui vise à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. Ce qui se fait, qui se passe en réalité, nous sommes un territoire de demande. Parce que nous avons besoin de rattrapage infrastructurel, nous avons des ressources minières, donc les multinationales peuvent venir ici. Soit pour répondre à nos demandes ou pour prendre notre offre en ce qui concerne les ressources minières. Ces multinationales ont des stratégies d'optimisation fiscale. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui ne sont pas connus, mais c'est des gens qui viennent, qui peuvent travailler et qui peuvent utiliser des méthodes pour que fiscalement une partie des revenus ne soit pas perçue. Et c'est ça, l'Union africaine l'a estimé, la Banque mondiale, beaucoup d'organes ont estimé ces pertes de recettes au niveau du territoire africain. Mais qui profitent de quoi? Qui profitent de conventions de non-double imposition et d'existence... Le Sénégal en a signé avec la Turquie, excusez-moi, récemment, oui. Oui, mais ces conventions de non-double imposition, ce n'est pas négatif en réalité, parce qu'une convention de non-double imposition vise, entre autres, à faciliter l'attrait des investissements directs étrangers. Parce que c'est quoi? Sauf que certains pensent que c'est déséquilibré. Il y a même l'exemple avec l'île Maurice. Le président Macky Sall lui-même a fait le constat que ce n'était pas à l'avantage du Sénégal. Oui, c'est pourquoi il a pris les mesures pour en tout cas rompre cette convention-là. Oui. Mais aujourd'hui, les conventions qu'on signe dans la substance, ça vise quoi? Aujourd'hui, en signant avec la Turquie, c'est de faciliter
à l'investisseur turc de venir au Sénégal sans risquer que son revenu soit imposé doublement. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Au Sénégal, notre règle... Est-ce que l'inverse est valable aussi? Oui, oui. C'est des conventions de non-double imposition. Parce que l'idée qu'on vise... Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs sénégalais oui, c'est en pourquoi, Turquie. Puisque nous voulons les attirer. Parce que l'idée, c'est quoi? Notre législation dit un revenu de source sénégalaise ou un revenu perçu par une personne domiciliée fiscalement au Sénégal est imposé au Sénégal. Si la législation de la Turquie, par exemple, dit la même chose, ça signifie quoi? Un Turc qui vient investir au Sénégal, il sera imposé au Sénégal, mais dès lors qu'il est domicilié en Turquie, il va être imposé en Turquie. C'est l'exemple avec les États-Unis aujourd'hui, avec lesquels nous n'avons pas de convention. Donc quelqu'un peut investir au Sénégal ici, être imposé ici, mais il va payer l'impôt aux États-Unis parce que ça va être consolidé. Donc ça, justement, l'évasion fiscale, c'est maintenant le pays avec qui nous avons signé, s'il a une fiscalité favorable ou un paradis fiscal, ça peut amener une évasion fiscale à ce niveau-là. C'est ça que les BEPS visent à corriger et c'est ça qui a fait que le président Macky Sall a pris la décision de rompre avec l'île Maurice, la convention. Avez-vous épinglé de grosses fortunes sénégalaises coupables d'évasion fiscale? Oui, je dirais, mais je ne peux pas donner... Depuis que vous êtes arrivé là, vous êtes arrivé avant même que je ne sois arrivé. Oui. Je rappelle quand même que j'ai été coordonnateur de la direction générale aussi des impôts et des domaines, donc directeur général adjoint. Oui. Et j'ai évolué dans l'administration fiscale depuis le début de ma carrière en 1999 jusqu'en 2005 où je suis parti comme conseiller technique du ministère des Finances. Donc, des redressements fiscaux se font tous les jours par l'administration fiscale. Et depuis que vous êtes arrivé? Depuis que je suis arrivé aussi, des redressements fiscaux importants ont été faits. Des cas d'évasion fiscale. Et des paiements ont été faits. Des paiements importants également. À quelle échelle? C'est d'importantes sommes? Oui, je crois que si je ne m'abuse, quand même, nos redressements ont généré des montants extrêmement importants qui dépassent 50 milliards. 50 milliards. Oui. Justement, il y a eu des exonérations fiscales. À l'époque, on avait parlé de 50 milliards. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, répondant à Baïdi Agne du Conseil national du patronat, a émis des réserves sur ces exonérations en disant que 35% ont connu des détournements d'objectifs. C'est énorme. Ces exonérations dont parle le ministre... Vous allez arrêter ça ou bien? Oui. Non, ça, c'est le ministre, je crois, a dit qu'une concertation va être ouverte entre, en tout cas, les services du ministère des Finances, parce que les exonérations ne concernent pas que la fiscalité intérieure, ça concerne la douane également. Et ces exonérations dont il parle, ce qu'on appelle les exonérations par destination. Ces exonérations par destination découlent du Code des investissements, découlent de certaines conventions particulières, parce qu'en réalité, c'est des contrats. Quelqu'un qui vient, qui cherche un agrément au Code des investissements, comme immédiat, dit « je veux un agrément ». Mais j'investis. Je veux investir un montant de X sur une période de 3 ans. En contrepartie, l'État lui dit dans votre investissement, je consens une dépense de X, vous ne payerez pas les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée sera suspendue, etc. Mais si vous utilisez le matériel acheté qui est passé par la douane sans payer pour faire votre maison, ça pose un problème parce qu'on vous a accordé cela pour investir et pour créer un emploi. Si ces montants sont détournés pour faire autre chose, c'est là où les problématiques se posent. Mais ici, on attend des sanctions quand même, quand on constate qu'il y a eu des détournements d'objectifs. Mais justement, il y aura des sanctions? Oui, bien sûr qu'il y aura des retraits d'agrément, il y aura des sanctions, bien entendu, et il y aura des redressements. Et nous-mêmes, nous avons redressé beaucoup d'entreprises qui ont été quand même dans ces cas de figure. Parlons de l'engagement politique au sein de l'administration fiscale. C'est un phénomène qui vous inquiète et quelle serait son incidence dans le fonctionnement de la DGID? Parce que c'est parfois même des responsables de premier plan qui sont engagés politiquement. Jusque-là, moi, je ne vois pas d'incidence, en tout cas par rapport aux agents qui sont avec moi. Même si les gens sont engagés politiquement. Ça ne vous gêne pas? Parce que ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, je crois qu'on est à l'heure des budgets programmes. À l'heure du budget programme, c'est donc gestion axée sur les résultats. Vous pouvez avoir votre engagement politique, mais ce qui nous lie, moi, ce qui me lie avec mes collaborateurs, c'est l'exécution de la mission assignée à la DGID. Et vous n'êtes pas politiquement engagé?
Non, personnellement, je ne suis pas politiquement engagé. Oui. En tout cas, si politiquement engagé, c'est d'être dans un parti. Militer non, dans un je ne parti, suis pas militant dans un parti, mais je suis militant de la République et je travaille pour cette République. Et ceux qui sont engagés, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas pourvu qu'ils exécutent leur mission correctement et qu'ils ne perturbent pas la marche de la... Et vous leur dites, quelle que soit leur appartenance politique, la couleur de leur parti? Oui, en tout cas, lorsque j'ai pris l'administration, la DGID, je suis quand même allé, je suis rentré dans chaque bureau, j'ai réuni l'ensemble de mes collaborateurs, je suis allé dans tous les services. J'ai dit à tout le monde que mon parti, c'est la DGID de 8h à 17h. De 8h à 17h, mon parti, c'est la DGID. Donc, quelle que soit la couleur de votre parti, vous restez dans les missions assignées à la DGID pour atteindre les objectifs. Et ça, je crois que ce message a été clair. Et les retours, il a été reçu. Et les retours que j'ai eus, c'est des retours d'adhésion totale. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qui nous a valu les résultats qu'on a connus à la fin de l'année 2019. Y aurait-il un cas Ousmane Sonko du nom de l'ancien inspecteur général des impôts au sein de l'administration fiscale? Jusqu'aux dernières nouvelles, Ousmane Sonko n'est plus membre de la direction générale des impôts et des domaines. Son parti a beaucoup de militants qui sont aux impôts et domaines. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Ça ne crée pas un cas Ousmane Sonko, en tout cas au niveau de l'administration fiscale que je dirige, par rapport en tout cas aux missions qui nous sont assignées. Il n'y a pas eu un avant et un après Ousmane Sonko au niveau de la DGID? Moi, je ne l'ai pas senti. Ousmane Sonko, j'ai été avec lui à la DGID. J'ai été le premier à l'accueillir à mon bureau lorsqu'il est sorti de l'ENA. Nous avons collaboré correctement. Il est parti aujourd'hui. Et le reste, maintenant, moi, je tire les conséquences par rapport aux personnes avec qui je travaille. Et aujourd'hui, ces personnes-là me donnent entière satisfaction dans le cadre de l'exécution de la mission. Parlez-nous rapidement, en 30 secondes, du fonds commun et du dialogue social au sein de la DGID. Vous avez un syndicat fort, ça on le sait, non? On a même deux syndicats. Donc, on a un syndicat qu'on appelle SAID, un syndicat qu'on appelle STAF. Moi, ce que j'instaure, c'est un dialogue permanent avec ce syndicat-là. Je pense que la plupart des problématiques posées par ces syndicats peuvent être réglées à l'interne. Je crois qu'on a un dialogue extrêmement intelligent avec les responsables de ces syndicats, qui sont aussi des responsables qui, en toute responsabilité, viennent nous rencontrer, posent les problèmes, et les problèmes sur lesquels nous pouvons trouver des solutions internes sans s'en référer à nos autorités, nous les trouvons. Et je crois que jusque-là, ça se passe très bien. Le fonds commun, c'est une dépôt d'argent, mais aussi de terrain. C'est un peu la perception que certains ont, que les agents des impôts profitent beaucoup. Le fonds commun, c'est une forme de rémunération qui provient des pénalités. Donc, si on ne fait pas de redressement, on ne déniche pas de la fraude fiscale, il n'y a pas de fonds commun. Donc, naturellement, après chaque redressement, il y a des pénalités. Cela incite l'agent à être performant. Ça pousse et c'est géré de manière performante parce que tout le monde ne profite pas des fonds communs de la même manière. Donc, c'est les agents qui sont les plus performants qui profitent des fonds communs. Et le fonds commun, ce n'est pas propre à l'administration fiscale. Le fonds commun, on le retrouve au ministère du Commerce. On le retrouve aussi dans certaines catégories de personnes. Et le fonds commun de la DGID, c'est aussi, se retrouve au niveau du ministère des Finances de manière générale. Il ne faut pas le supprimer. Non, pas du tout. Les terrains? Bon, les terrains, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous me dites les terrains... Est-ce que les agents profitent de la manne foncière? Les agents profitent, non, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça profiter de la manne foncière, parce que ce qui se passe, les agents qui travaillent à la DGID sont des Sénégalais qui ont droit à du foncier. Aujourd'hui, ce qui se passe, on travaille dans cette matière-là. Les lotissements qui existent peuvent donner lieu à attribution de terrain à certaines catégories d'agents, comme à des agents, comme on le donne à d'autres Sénégalais également. Notre code général des impôts est bon? Le code général des impôts, globalement, il est bon. Je pense qu'il y a certaines mesures qui doivent être prises. Donc, j'ai dit tantôt dans le cadre du YATAL, il y a des parties qui doivent être simplifiées, des parties qui doivent être clarifiées. Et à terme, si on aboutit au YATAL, peut-être même qu'on peut réviser certaines catégories d'impôts, voire des taux. Merci, monsieur le directeur général des impôts et des domaines. Bassirou Sambagnas était venu à l'émission Le Jury du Dimanche iRadio ITV, présenté par Mahmoud Ibrakan, à la technique Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation, Céline Saludem pour la prise de son. Merci à Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Une émission dont Immédiat SN se fera le plaisir de vous faire le compte-rendu immédiat avec Babacar Fall et Pape Doudou Diallo pour la photo. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.